Bonjour Thierry Mariani, je rappelle Bonjour. que vous êtes député européen du Rassemblement national et président du mouvement de la droite populaire. Alors, de quoi nous parlez-vous ce matin ? Écoutez, on a vécu une semaine extraordinaire quand même. On a vécu une semaine extraordinaire qui a commencé en deux actes par une comédie et qui visiblement finit en deux actes par un drame. Vous savez, ça a été un peu... Les deux premiers actes, c'était l'illusion et l'addition. L'illusion, souvenez-vous, lundi, M. Zelensky est arrivé, il commandait 100 Rafales. Qu'est-ce que c'était merveilleux. On visitait l'état-major de la coalition des volontaires. Il y a pour le moment qu'un état-major, il n'y a aucune troupe réellement. C'était un moment d'extase pour Emmanuel Macron, comme il les aime ou il les fabrique, en expliquant que sans Rafale, la commande du siècle, l'Ukraine allait être sauvée, même si d'ailleurs, comme l'a dit lui-même Zelensky, les Rafales, il espérait qu'ils soient livrés avant 2035. Au passage, un détail, les 100 Rafales plus les 150 Gripen commandés il y a 3 semaines en Suède par le même Zelensky, c'est 25 milliards. Mais bon, 25 milliards après tout, on n'est plus à ça près. L'illusion. Le lendemain, l'addition. L'addition avec 3 acteurs, Van der Leyen, Orban et puis, j'ai envie de dire, paradoxalement, le SEMA, monsieur le général Mandon. L'addition parce que, je vous l'avais dit à ce micro la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, Madame Van der Leyen est arrivée le matin en séance et a dit voilà, la décision du Conseil, ça a été de prendre en charge toutes les dépenses de l'Ukraine en 2026-2027. Tout le monde a applaudi, on est passé à autre chose. Sauf que la semaine d'après, c'est-à-dire mardi, on a appris l'addition, 140 milliards. 140 milliards. Et donc, Madame Van der Leyen annonce cela. D'ailleurs, personne n'a vraiment bougé, sauf Viktor Orban, une fois de plus, qui a eu le courage de dire « mais c'est n'importe quoi, c'est 140 milliards pour continuer la guerre ». 140 milliards. Et comme je l'ai dit dans un tweet où je me fais, soyons clairs, défoncer par tous les trolls de service, je dis, n'oubliez pas que ça coûtera 25 milliards à la France. 25 milliards en 2 ans. Alors on m'écrit, oui, mais c'est écrit nulle part. C'est vrai que c'est écrit nulle part. Sauf que je rappelle à tous ces messieurs ou mesdames que la France paye toujours, c'est une clé de répartition, 18,5% des dépenses de l'Union européenne. Donc faites le compte. 140 milliards, ça représentera une addition de 22 milliards pour la France, 25 milliards pour la France, mais ça on n'en parle pas. De toute façon, ce sera après le départ de Macron. C'est vulgaire. Et puis, de toute façon, Mme von der Leyen a proposé 3 pistes. La première, c'est chaque État peut faire des donations volontaires. Si vous avez trop de milliards sur votre budget, profitez-en. C'est certainement pas la France qui va faire ça. La deuxième, c'est faire un emprunt. Après tout, on a fait ça pour le Covid. Ça va nous coûter 2 fois plus cher. Donc, pourquoi pas renouveler? Puis, pourquoi pas demander à nos enfants de payer? Et puis, la troisième, mais on hésite. Vous avez remarqué que ça fait 6 mois qu'on en parle. C'est cette fameuse utilisation des avoirs russes gelés. Sauf qu'en droit international, on sait d'avance qu'on sera, dès que la paix sera signée, condamné à tout rembourser. Et là aussi, c'est encore les contribuables qui payent. L'addition financière, mais l'addition humaine aussi. Je trouve qu'on s'est beaucoup déchaîné sur le général Mandon. Moi, paradoxalement, je trouve qu'il a eu raison. Voilà, si vous permettez, il a mis le son et l'image là où certains mettaient du lyrisme. C'est beau de dire il faut s'engager pour l'Ukraine. C'est beau de dire il faut que notre armée se prépare à la guerre. Malheureusement, les guerres, on n'en a plus vécu, heureusement, en France. Mais malheureusement, les guerres, c'est avant tout, effectivement, perdre ses enfants. Et moi, je trouve que ces propos sont plutôt bienvenus, même s'ils ont semblé à certains excessifs. La seule réserve que je mettrais, c'est est-ce que tout ça n'est pas une partie d'une stratégie pour préparer les Français à une guerre qu'on jugeait inévitable. Je dis qu'on jugeait parce que la deuxième partie de la pièce, c'est effectivement non plus une comédie, mais un drame. C'est-à-dire que quelqu'un arrive de l'extérieur, d'outre-Atlantique, et pose un plan de paix. Et là, on s'aperçoit que finalement, on est obligé de négocier. On s'aperçoit que toute cette illusion qui consistait à dire on peut continuer la guerre, on peut la payer, on ne sait pas comment, mais eh bien finalement, en réalité, l'Ukraine est à bout. Tout cela dépend aujourd'hui en grande partie du soutien, peut-être pas financier, mais en ce qui concerne le renseignement, notamment des Américains. Et visiblement, M. Trump veut en finir. Alors, la révélation, c'est surtout que finalement, cette guerre, il suffit que M. Trump baisse ou lève le pouce pour qu'elle continue ou qu'elle s'arrête. C'est vrai qu'on n'a pas encore négocié exactement sur quoi. C'est vrai que certains ne savent pas vraiment d'où sort ce plan. Certains nous expliquent que ça sort de Moscou, d'autres que ça sort de certains personnages
à Washington. Franchement, quand je vois que ce plan propose que l'armée ukrainienne garde 600 000 hommes, j'ai beaucoup de mal à croire que les Russes accepteraient cela. Je vous rappelle que 600 000 hommes, c'est l'armée allemande et l'armée française réunies. Et je vois mal le grand voisin accepter ça. Mais c'est une capitulation, en fait. Voilà. Et donc, cette révélation montre qu'en réalité, les Européens qui adorent donner l'illusion qu'ils peuvent continuer, en réalité, seront obligés de suivre le grand Américain. Et puis, il y a une autre révélation qui est passée un peu inaperçue. C'est une interview de Trump au Télégraphe. Qu'est-ce que dit Trump? Il dit qu'il veut se retirer de l'OTAN, enfin, qu'ils veulent se retirer de l'OTAN et que désormais, l'OTAN doit être dirigée par un Européen. Et il dit que ça doit être un Allemand. Un Allemand. C'est-à-dire que M. Macron, qui se vante d'avoir les meilleures relations avec Trump, en réalité, on le voit, est probablement profondément méprisé par celui-ci. Et alors que la France est le seul pays à avoir l'arme nucléaire, si la direction de l'OTAN devait passer à un Européen, eh bien finalement, pour les Américains, les plus sérieux quand il s'agit de préparer la guerre, c'est finalement les Allemands. Bienvenue, le 4e Reich, peut-être à nos portes, j'en sais rien, mais tout ça est quand même un peu inquiétant. Et puis enfin, après la révélation, la capitulation qui s'annonce, parce que le seul point commun dans ce texte de 28 points, c'est d'abord effectivement que l'Ukraine, c'est une manière de montrer qu'elle a perdu la guerre, mais que l'Europe aussi a perdu la guerre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que proposent les Américains? L'Europe va devoir quasiment tout payer, la reconstruction, les investissements, le stationnement des avions et même 100 milliards pour payer la protection américaine. Voilà. Et en dehors de ça, l'UE va hériter d'un pays où ce qu'il en restera qui est en ruine, qui va au contraire plomber notre industrie et plomber notre agriculture. Enfin, dernier point qui devrait nous inquiéter, Américains et Russes sont d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce qui prouve que c'est bien le meilleur moyen de la faire couler. Voilà, et donc cette semaine a commencé par un rêve, fini par un cauchemar. Suite du prochain épisode, mais au moins retour sur Terre. On voit désormais que l'Europe, malheureusement, ne fait pas la danse, elle l'a subie. Et on voit malheureusement que ceux qui décident sont à Washington et pas à Bruxelles. Alors, vous nous dites, Thierry Mariani, que et les Russes et les Américains sont d'accord pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Et on est toujours surpris par la manière dont, en France, on présente le plan de paix de Trump, qui a déjà expliqué en fait que c'était pas vraiment un plan de paix, qu'en fait c'était les exigences russes et que son plan de paix, on le verrait plus tard. Enfin, toujours ce côté un peu fantasque, qui est certainement calculé de la part du président américain de dire quelque chose et son contraire la veille et le lendemain. Et comment expliquer qu'on puisse à la fois être opposé à Trump et ne pas admettre que Trump a exactement les mêmes visées que soi-même? Comment vous voulez dire être opposé à Trump? Les gens en France nous expliquent que Trump a tort, que Trump n'est pas un ami de l'Ukraine, mais en même temps, Trump passe sa vie, en fait, d'une part à soutenir effectivement militairement l'Ukraine et d'autre part à vouloir que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Donc autrement dit, il y a une incohérence dans le fait d'expliquer que la politique étrangère de Trump n'est pas pro-ukrainienne. La politique étrangère de Trump, elle est pro-américaine. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir, quoi. J'en veux pas aux Américains, quel que soit le président, d'être fort. J'en veux à l'Europe de subir et d'être faible. Après, en réalité, pourquoi il est favorable au fait que l'Union européenne, comme les Russes, accepte l'Ukraine? Tout simplement, peut-être parce que ça ne nous rendra pas l'Union européenne plus fort, mais au contraire plus faible. Financièrement, ça sera des dépenses absolument hallucinantes. Là, c'est 508 milliards au dernier chiffrage. Je ne vais pas faire le calcul. Ça, c'est la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction, oui, mais c'est, dans le plan, l'Europe doit à la fois payer une grande partie de la reconstruction et même 100 milliards pour la protection des États-Unis. Et donc, en réalité, l'arrivée de l'Ukraine plombera l'Union européenne pour un grand moment. Et puis, côté français, parce que je suis avant tout français, et uniquement français, je précise, c'est une catastrophe pour notre agriculture. Le seul plan qui bénéficie réellement à la France de l'Union européenne, c'est la politique agricole. À chaque fois, on nous répète que grâce à l'Europe, on touche 9 milliards. Je rappelle que la France en verse 20, donc on ne va pas se prosterner de remettre parce qu'on touche 9 milliards quand on en paye 20. Mais il est évident que dans ce cas-là, ce sera l'Ukraine qui prendra la part principale du gâteau. Et il ne restera plus grand-chose pour nos agriculteurs. Un dernier exemple, l'Ukraine a déjà un pied très nettement dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, certes, elle n'est pas membre de l'Union européenne, mais l'Union européenne a signé de nombreux accords
de dérogations pour l'Ukraine. Par exemple, désormais, l'acier ukrainien peut rentrer dans l'Union européenne sans taxe. Vous remarquez qu'en même temps, les dernières aciéries en France sont en difficulté, voire certaines même ont fermé. Donc, que ce soit dans le milieu agricole ou que ce soit dans le milieu industriel, l'Ukraine a déjà un pied dans l'Union européenne et l'économie française en souffre déjà. Merci Thierry Mariani. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.